en Roumanie, il y a eu les élections présidentielles. Donc, premier tour le 4 mai 2025, second tour le 18 mai, où Nico Jordan a gagné à 53,6% contre George Simion à voilà, 46,4%. Donc, c'est une élection. Donc, Nico Jordan, c'est le maire actuel de Bucarest, qui représente un parti Union Sauvons la Roumanie, qui a fait beaucoup campagne sur un thème anti-corruption. Notamment, il ne vient pas des grands partis traditionnels qui sont le parti social-démocrate, héritier du parti communiste, mais qui a même plus grand-chose de communiste, ni même de social-démocrate, et le parti national-libéral, le nom fait un peu peur. On pourrait penser que c'est une ligne style Marion Maréchal ou Zemmour, mais la notion de nation est assez différente en Roumanie, étant donné son histoire, le fait d'avoir été soumis à l'Empire ottoman, soumis également par l'Allemagne, l'Autriche. Il y a encore des formes de néocolonialisme économique là-bas. C'est un pays où la notion de nation est pas à voir forcément de la même manière qu'en France. Et il y a également beaucoup de minorités ethniques, etc., notamment la minorité magyare, la minorité hongroise, qui représente 6-7% du corps électoral, qui a son propre parti et qui est un parti qui fait souvent des alliances avec le Parti social-démocrate et le Parti national-libéral. Donc, ces élections en Roumanie sont assez historiques parce qu'en fait, elles avaient déjà eu lieu en décembre, enfin fin novembre, début décembre, et elles ont été annulées entre les deux tours. Donc, vous entendez bien, l'élection présidentielle roumaine a été annulée entre les deux tours, donc dans un pays qui se veut démocratique. Donc, c'est un scénario quand même assez fou parce qu'à part dans la série Baron Noir, je crois que je me souviens pas d'un scénario pareil, ayant eu lieu en tout cas récemment. Moi, j'ai rien qui m'évoque, donc à voir si la section commentaires peut nous en dire un peu plus. Mais voilà, donc c'est un contexte assez particulier. Donc, on va revenir un peu sur tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'ingérence, etc. Présomption d'ingérence, ingérence. Je préfère le dire d'avance et être prudent sur les faits, parce que voilà, on est dans une phase où il y a la guerre d'agression de la Russie sur l'Ukraine, où il y a des propagandes, pas que du côté russe, hélas. Il faut aussi se méfier de ça. Et donc, certaines informations sont assez discutables. Et pour donner un petit exemple, un peu de la période de méfiance, c'est que si on regarde sur la même page Wikipédia sur les élections roumaines, la page en français, la page en anglais, la page en roumain, ça ne dit pas forcément exactement les mêmes choses. Donc je vois des commentaires qui arrivent. On va continuer à avancer. Donc, les candidats, le 25 novembre 2024, les résultats historiques, ni les partis sociodémocrates, ni le parti de droite classique national-libéral qui siège au PPE à l'Union européenne, à l'Assemblée européenne, n'ont été qualifiés pour le second tour. Deux candidats sont arrivés. Donc, il y a d'un côté Călin Georgescu, qui est un candidat d'extrême droite ouvertement antisémite, qui a fait campagne uniquement sur TikTok avec des fonds très religieux. On faisait une campagne très, c'est un candidat qu'on ne pourrait pas imaginer trop en France, mais qui a fait campagne très sur l'ésotérisme d'appel à Jésus, en disant même qu'il ne faisait pas campagne lui-même et que c'était la volonté de Dieu qu'il avait porté au second tour. Donc voilà, c'est un candidat anti-système d'une certaine manière, et qui a eu des propos extrêmement durs vis-à-vis de l'Ukraine, qui considère que c'est un faux pays, un pays factice qui n'a pas existé, et il appelle à démanteler l'Ukraine pour qu'une partie russe aille à la Russie, une partie roumanophone aille à la Roumanie, etc. Donc j'ai envie de dire encore plus qu'un candidat pro-russe, c'est un candidat anti-ukrainien. On peut le voir comme ça. Et ce qui a choqué en fait tout le monde, c'est qu'il était annoncé à entre 5 et 9% dans les sondages, et il est arrivé vainqueur du premier tour, enfin premier au premier tour, avec 23% des intentions de vote. Et la deuxième candidate qui est arrivée, c'est Elena Lasconi, qui arrive au second tour pour la première élection présidentielle.
qui était donc la candidate d'un parti voilà, centriste contre la corruption, Union Sauvons la Roumanie. Et ensuite, donc, cette élection a été annulée par le Conseil constitutionnel, roumain. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une volonté une dénonciation d'ingérence sur la campagne, concernant la campagne de M. Georgescu, et des documents ont été déclassifiés le 28 novembre ou le 29 novembre. Et donc voilà, il y aurait eu des influenceurs financés. La Russie n'a pas directement été mentionnée, mais on a parlé d'un État tierce intervenant. Le montant total, donc d'après le monde diplomatique et d'autres sources que j'ai pu recroiser, c'était autour de 380 000 euros. Et ça, on va dire, il y aurait eu un soutien autour de 25 000 comptes TikTok qui ont été créés, voilà, créés ou manipulés ou avec des bots, etc. Où le but a été d'augmenter la viralité des vidéos de Calin Georgescu. Voilà, c'est une décision. Alors, je sais que ça risque de faire débat, mais c'est une décision qui est, je pense, extrêmement grave. Non pas que Georgescu soit dans mon cœur, loin de là, mais c'est une décision assez violente, étant donné que les preuves n'étaient pas forcément. Enfin voilà, c'était des preuves assez légères en termes de budget de campagne vis-à-vis de ce qui a été fait à côté. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses, parce que évidemment, quand c'est un candidat qu'on n'apprécie pas, je veux dire, c'est un des pires antisémites qui disait qu'il fallait même plus enseigner la Shoah à l'école. C'est vraiment voilà, une personne que je condamne absolument à tous les niveaux. Mais c'est un phénomène assez étonnant qui a été ensuite validé par le Conseil de l'Europe, etc., où l'appel de Georgescu n'a pas été poursuivi derrière. Et donc, l'élection présidentielle a été annulée. L'autre candidate était contre également, mais ça a été annulé, et des élections nouvelles ont eu lieu donc en mai. Le Klaus Iohannis, qui était le Premier ministre, le président, pardon, a démissionné en février, parce que ça a généré des mouvements de foule, etc., qui se liguaient contre cette décision, parce que ça a été perçu comme une attaque violente contre la démocratie par les Roumains, qui ont considéré que c'était absolument pas... c'était quand même, voilà, c'est un scénario quand même assez fort, hein, à une annulation lors d'un second tour d'élection présidentielle. Et donc voilà, pardon, je reprends. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Georgescu a voulu se représenter, mais il n'a pas été autorisé parce que justement, donc, ils ont dit, on ne va pas le Conseil constitutionnel a considéré qu'on ne pouvait pas accepter un candidat qui avait une candidature où il y avait un côté, une manipulation de fonds électoraux. C'est aussi de sa faute. Dans le sens où il a dit j'ai pas fait campagne, c'est la volonté de Dieu, donc il n'a en rien essayé de justifier quoi que ce soit sur les éventuels financements. Mais voilà, il y a aussi quand même, là où ça fait aussi débat, c'est qu'il y a eu des sources, et je tiens à le dire, c'est pour ça que j'ai prévenu à l'avance le côté faire attention aux sources. Il y aurait des sources indirectes venant du Parti national libéral, donc la droite classique, qui auraient également soutenu Georgescu pour faire plonger le Parti social-démocrate candidat au présidentiel, à la première élection présidentielle. Donc voilà, il y a eu des comment dire, il n'y a pas eu qu'une ingérence russe, et s'il y a eu une ingérence caractérisée par la Russie, elle n'est pas nommée, mais on se doute que c'est ça qui est attaqué derrière. Donc voilà, c'est quand même un scénario assez étonnant. Il n'a pas été autorisé. Une autre candidate d'extrême droite n'a pas été autorisée à participer aux élections, aux deuxièmes élections présidentielle. Donc, c'est Madame Diana Chochoaka, qui est, pareil, une antisémite absolue, extrême droite, voilà, l'une des pires possibles. Voilà, c'est vraiment... vous n'avez qu'à... Je ne vais pas citer forcément ses propos, mais il suffit d'aller sur sa page Wikipédia, vous trouverez des déclarations voilà, très... complètement antisémite, là, sans aucune ambiguïté pour le coup, qui représente l'aile ultra-réactionnaire, orthodoxe, etc. Et elle a été, et ça c'est intéressant, elle a été quand même interdite par le Conseil constitutionnel, par la Commission électorale roumaine, parce qu'il y aurait un risque, je cite, il y aurait un risque
que la Roumanie n'appartienne plus ni à l'Union européenne ni à l'OTAN si sa candidature se présente. Sa candidature arrive au pouvoir. Donc c'est une décision politique qui a été prise. Encore une fois, je n'apporte pas je n'apporte pas de... Il y a beaucoup de commentaires. Je vais réagir un peu à la fin. Je termine. Après, je réagirai un peu à la fin parce que je pense qu'il y a 2-3 choses à préciser éventuellement. Donc voilà, c'est une décision quand même politique qui a été prise. Donc je tiens à faire remarquer ça. C'est quand même, je trouve, assez choquant dans une démocratie. Et encore une fois, je n'ai aucune sympathie pour cette candidate, mais c'est un phénomène qui a d'ailleurs fait monter l'extrême droite massivement. Et donc, le candidat d'extrême droite qui s'était déjà présenté une première fois, c'est George Simeon, qui est donc, on va dire, le plus modéré des 3 partis extrême droite, donc le parti AUR, Union pour les Roumains, je suis désolé sur la traduction, je suis plus sûr. Alliance pour l'unité des Roumains, voilà, pardon, qui est arrivé donc premier du premier tour, qui a dit lors de la campagne qu'il allait mettre Georgescu, donc le candidat antisémite éliminé, en Premier ministre. George Simeon, lui, a été autorisé parce que contrairement aux autres candidats, il était beaucoup moins... Il n'y a pas eu de problème sur ses comptes, a priori, sur ses comptes de campagne. Il a clairement annoncé rester dans l'Union européenne et rester dans l'OTAN, même s'il a annoncé une volonté de renégocier, on va dire, les contrats vis-à-vis de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il est quand même perçu comme souverainiste et qu'il est d'une étiquette souverainiste nationaliste. C'est un parti quand même très dur, pareil, hein, sur tout un tas de déclarations. Et il est arrivé premier au premier tour avec quasiment 41% des voix. C'est absolument énorme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au second tour, il a été vaincu en augmentant clairement le nombre de voix, mais en ayant seulement 46,4%. Parce que le taux de participation a pris 11 points entre le premier tour et le second tour. On est passé de 53 à 65, donc entre 11 et 12 points de taux de participation, ce qui est un bond énorme. Donc, je pense qu'il y a une vague de barrage vis-à-vis de ce candidat qui est perçu, qui est clairement d'extrême droite, revendiqué, qui a été un hooligan dans sa jeunesse d'ailleurs. Il est encore relativement jeune, il a 38-39 ans. Et donc, c'est le maire de Bucarest qui a gagné, Nico Șordan. Un point quand même sur la Roumanie, un point qui peut expliquer éventuellement cet aspect-là, cette mobilisation au second tour, c'est que la Roumanie, donc, c'est un des pays qui a bénéficié énormément. Donc, c'est un pays qui est dans l'OTAN depuis 2004, dans l'Union européenne depuis 2007, ancien pays communiste, qui a été sur un régime communiste extrêmement dur, celui de Ceausescu, où il y a eu une révolution en 89. Donc certains parlent de révolution, d'autres parlent de coup d'État organisé par d'autres élites communistes qui voulaient mettre fin à Ceausescu, qui avait une dictature avec un énorme culte de la personnalité. La vérité, c'est pareil, c'est encore sujet à débat. De ce que j'ai pu voir, il semblerait que ça a été, on va dire, lié, c'est comme souvent d'ailleurs dans ce genre de cas, c'est un côté où, on va dire, il y a une forme d'alliance entre l'utile et l'agréable. Il y a réellement eu un mouvement citoyen, une révolution, mais ça a été ensuite utilisé par les élites communistes pour renverser et également garder des positions de pouvoir actuellement. Et donc, donc la Roumanie, donc dans l'Union européenne depuis 2007, l'Union européenne et l'OTAN perçus comme extrêmement positifs par l'énorme majorité des Roumains. Il y a un sondage dernièrement donné 87% des Roumains favorables et pour le maintien dans l'Union européenne et pour le maintien dans l'OTAN, avec une bonne vision. Mais 80% des Roumains veulent renégocier les conditions, on va dire, d'appartenance à l'Union européenne. Donc voilà, c'est pour ça c'est ça le sujet. Et donc, on peut imaginer qu'il y a eu une vague fortement pro-Union européenne, on va dire, qui s'est réveillée pour battre George Simeon, qui a reconnu sa défaite, mais on va en parler après, le soir même. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la Roumanie, c'est un pays où il y a 6,5 millions de personnes dans la diaspora au sein de l'Union européenne, de l'Europe, pas que l'Union européenne, mais avec majorité des gens, donc en Italie, en Espagne, en Moldavie, en Allemagne. Et lorsqu'on regarde les analyses de résultats, il y a
60, 70, 80% suivant les pays, suivant les régions, mais globalement, 2 tiers, voire 70% du corps électoral de la diaspora qui a voté pour le candidat d'extrême droite. Parce que la Roumanie, c'est un pays qui a quand même perdu énormément d'habitants sur son propre territoire. On était à plus de 23 millions en 92. On est descendu à 19 millions en 2023, d'après les dernières estimations. Donc, c'est une baisse énorme. Et les personnes les personnes de la diaspora vivent extrêmement mal, ont très peu d'aide, des pays dans lesquels ils sont. C'est plutôt des aides par l'Union européenne ou par la Roumanie, enfin l'Union européenne qui passe par la Roumanie, etc., et qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Et une quantité non négligeable de la diaspora souhaite revenir en Roumanie, et c'est pour ça que George Simion a eu leur voix. Et donc, voilà, c'est le candidat centriste pro-Union européenne. Enfin, les deux veulent rester dans l'Union européenne, mais qui ne souhaite pas renégocier, on va dire, une partie des contrats qui est resté, qui a gagné au second tour, avec une mobilisation énorme, en triplant, même en plus que triplant son nombre de voix entre le premier tour et le second tour, 1 900 000 à plus de 6 millions, quasiment 6 200 000. Voilà, donc j'ai dit pas mal de choses. Un dernier point, après je vais réagir un petit peu aux commentaires, je vais me permettre, parce que je vois que ça commente beaucoup, et c'est une bonne chose, hein, mais voilà, oui, un point que je voulais dire, voilà, sur la campagne. La campagne ne s'est faite énormément sur le racisme anti-ukrainien et autour de la guerre en Ukraine. Il y a énormément de racisme anti-Rom en Roumanie, mais ce n'est pas que le fait de l'extrême droite, je le dis très tristement. C'est très diffusé dans la population, mais la campagne ne s'est pas faite tant autour de ça, de ce que j'ai pu voir. Ça s'est fait surtout autour du rejet de la guerre et avec une peur où aucun candidat n'est vraiment pro-russe, mais certains candidats sont plus ou moins anti-ukrainiens, notamment George Simion, qui a pour souhait d'annexer, d'avoir une... C'est un peu le délire classique des nationalistes d'extrême droite. Donc lui, nationaliste roumain, qui souhaite unir les romanophones, donc notamment la Moldavie et une partie de la Bucovie du Nord, qui est en Ukraine. Donc il n'est pas aussi hardcore que Georgescu en disant que l'Ukraine c'est un faux pays, voilà, mais il y a quand même cette volonté de reprendre un bout du territoire ukrainien. Donc voilà, il y a cette volonté de ne pas alimenter la guerre. Pour avoir une position neutre entre l'Ukraine et la Russie, pour ensuite faire valoir leurs intérêts à eux. Et le racisme anti-ukrainien, donc la Roumanie avait accueilli directement beaucoup d'Ukrainiens, environ 200 000 depuis le début de la guerre, avec une solidarité qui s'était bien passée, mais avec la crise énergétique, l'inflation, etc., générée notamment par la guerre et par la situation économique en général, des milieux comme l'agriculture qui employait donc en 2021 plus de 21% du corps employé, ont subi énormément de choses, notamment avec lorsqu'il y a eu les réductions de droits, l'abaissement de taxes sur le blé ukrainien, qui faisait que ça faisait concurrence directe avec une partie de l'agriculture roumaine. Ça a généré énormément de ressentiment vis-à-vis des réfugiés ukrainiens, où là, énormément de Roumains dans les milieux ruraux ne veulent plus en entendre parler. Voilà. Donc, j'ai pu dire ça. J'ai un dernier point, après je vais réagir un peu aux commentaires avant de conclure. Mais voilà, donc c'est... Donc voilà, j'ai parlé de voilà, avec une inflation, voilà, l'inflation est autour de 10% environ en Roumanie. Ça diminue autour des 5 points maintenant, mais c'est resté autour de 10% depuis 2022-2023, et fin 2024, ça a commencé à diminuer, et là, on reste autour de 5%, mais suivant les secteurs, ça reste en moyenne. Alors, je dis certaines choses qui n'ont peut-être pas plu à tout le monde avec les commentaires. Je remonte un peu. Alors. Ou peut-être je vais te donner Non, je vais réagir un peu aux commentaires, puis je vous donnerai ma conclusion sur un peu les leçons à tirer, tout ça. Ah oui, pardon, dernier point très important, c'est le plus important en fait. Donc George Simion a reconnu sa défaite le soir du second tour, et le lendemain, il a dit « Non, je ne reconnais pas la défaite pour une raison, c'est que
le PDG de Telegram, Pavel Durov, donc il y avait des accrochages avec la France, a dénoncé la DGSE, donc la DGSE française, hein, d'ingérence sur la campagne, en ayant demandé notamment à Telegram de ne pas diffuser certains comptes conservateurs, etc. La DGSE a produit un papier pour démentir cela, ce qui est extrêmement rare que la DGSE réponde. Je vous invite à lire, il y a un article du Monde à ce sujet assez court, mais qui résume un peu la situation. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire grand-chose de plus, parce que c'est tout frais. Et la France, voilà, la France est mise en cause, les services secrets français sont mis en cause par le candidat perdant qui appelle à annuler l'élection. Donc, voilà, donc on va voir comment ça va évoluer. Mais voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et ouais, Mathias, tu... Non, je me suis mis à l'écran pour peut-être t'aider un peu dans le chat, justement, pour oui. un peu les idées au clair. Ah, c'est gentil, oui. Parce que, bon, il y a... Il y a beaucoup de commentaires, du coup, c'est pour ça. Il y a Genos Nono qui, bon, lui part plus sur une question plus théorique, il dit que il faut pas parler de régime communiste, parce que c'est pas du vrai communisme, et donc plutôt parler d'un capitalisme bureaucratique. Bon, ça, je dirais que c'est plus... Ça ne concerne pas directement notre sujet, mais bon. Ouais, mais j'ai un point intéressant à dire sur ça, en lien avec le sujet, qui explique aussi le vote d'extrême droite. C'est que donc ce communisme qui a été voilà un capitalisme bureaucratique, on peut l'appeler comme ça, mais un communisme dans les faits, mais qui a été voilà une dictature absolue de Ceausescu. Ça a fait que, et c'est le cas dans énormément de pays de l'ancien bloc communiste, enfin, même s'il y a différents blocs, etc., évidemment. La Roumanie avait une position pareille, un peu, pas comme la Yougoslavie exactement, mais il y avait un côté où on ne suivait pas forcément l'URSS. Ça a été une occasion en or pour démanteler encore plus vite le côté État-providence qui pouvait exister, les quelques avancées sociales qui ont existé. Et donc, ça fait un choc libertarien d'une certaine manière, qui fait que les Roumains voilà, ont subi la prédation du néolibéralisme à fond. C'est pour ça qu'il y a une diaspora énorme, parce que les gens sont partis. Et donc, c'est pour ça que cette diaspora vote pour l'extrême droite, parce qu'il n'y a aucune alternative de gauche là-bas qui existe. C'est soit le bloc central, ou là, il y avait quand même un candidat unique aux élections entre le Parti social-démocrate, la droite classique et l'Union des Magyars, et plein de minorités ethniques qui sont... de partis représentant des minorités ethniques qui sont alliés à ce bloc-là. Donc, c'est, on va dire, l'équivalent d'un macroniste roumain, même s'il n'y a pas un seul parti, qui n'est pas arrivé au second tour. Et parce qu'il n'y a jamais eu aucune autre alternative, et même Nico Shordan, qui est perçu légèrement comme par anti-système, mais pas un parti traditionnel, n'est pas non plus une alternative économique très différente. Et donc, voilà, le vote d'extrême droite risque de continuer s'il n'y a pas de solution apportée à la situation sociale catastrophique en Roumanie. Effectivement, ça rejoint un petit peu aussi la Pologne, non? Le PiS avait un programme très social, il avait instauré les allocations familiales pour les enfants, il avait limité le travail le dimanche, il avait instauré les primes de rentrée, beaucoup de questions comme ça. Et donc, effectivement, le seul qui a, dans l'Est, dans beaucoup de pays de l'Est, les seuls qui ont des programmes un peu sociaux, finalement, c'est l'extrême droite. Parfois, c'est un peu déprimant. Et après, juste pour le chat, il y avait Gaëlle, donc, qui, elle, plutôt, on va dire, appuyait la décision d'annulation. Donc, par exemple, elle dit, si le Conseil constitutionnel a montré les faits, il me semble que c'est tout à fait démocratique au contraire. S'il n'y avait pas eu de preuves, ça ne se serait pas passé du tout. Donc, il plutôt commente en général dans ce sens-là que si l'élection n'a pas été nette, et c'est normal d'annuler. Oui, alors, je pense que c'est un vrai débat et qui existe et qu'il faut pas éviter, parce que c'est vraiment un événement historique. Hein. C'est la première fois que ça arrive dans un pays quand même de l'Union européenne, avec un certain nombre de critères démocratiques qui avaient été atteints. Une annulation entre les deux tours, ça, qui peut arriver, hein, qui est prévu constitutionnellement. Donc, si j'étais un diplomate français, je n'aurais rien à dire sur ça, parce que c'est comme ça que la diplomatie se conçoit, c'est l'État qui est perçu de cette manière-là. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on parle d'un candidat qui a fait campagne uniquement sur TikTok, et que ça génère, et on voit là déjà en France, il y a beaucoup, aux États-Unis c'est arrivé, mais en France il y a vraiment ce délire d'annuler
les campagnes via réseaux sociaux, les campagnes alternatives, qui sont, pour nous, les militants de gauche, un des seuls moyens d'organisation que nous avons, parce que les médias mainstream ne nous appartiennent pas, n'ont jamais appartenu à la gauche, vu que les forces d'argent ne sont pas de notre côté. Et donc, qu'on soit d'accord ou pas avec la décision, c'est pas important, c'est plutôt cette possible dérive autoritaire où là, j'entends des macronistes, des gens de droite dire il faut annuler TikTok, il faut restreindre, machin, qui est voilà, un empêchement, je pense, pour nous organiser, un empêchement démocratique. Et donc, voilà, c'est un des sujets sur lesquels il faut faire assez attention. Et ça fait écho avec ce que disait Lumière Laprès sur comment on s'organisait. Et pour avoir parlé plein de fois de la Serbie, où les médias diabolisent leur mouvement social, c'est par les réseaux sociaux aussi que les gens s'organisent. Donc, non pas que je vante TikTok, X ou quoi que ce soit, hein, certainement pas, mais ça reste des moyens alternatifs qu'on peut utiliser, nous, militants de gauche. Effectivement, ouais. Et je trouve toujours aussi un peu, c'est intéressant de se voir en miroir parce que quand WhatsApp il espionne, il donne toutes nos données au FBI ou à la CIA et tout ça. Et ça pose pas de problème. WhatsApp, voilà, bon, il y a les gens individuellement, mais bon, on va pas l'interdire. Par contre, TikTok, dès que c'est chinois, et pareil pour les ingérences, je veux dire, quand l'Europe, elle a passé sa vie à ingérer dans les pays, je veux dire, Soros dans les pays de l'Est et tout ça, et là, c'était la promotion de la démocratie. Et tout à coup, quand c'est dans l'autre sens, tout à coup, il y a des mots qui reviennent, la souveraineté, des mots qui étaient démodés, ah non, avant, parler de souveraineté, c'était vraiment démodé, c'était la globalisation et tout. Et maintenant, tout à coup, ces mots, ils reviennent. Mais peut-être, j'ai envie de remettre tout le monde un peu, je sais pas, parce que vu que c'est un thème vraiment... ouais. Je sais pas si j'aimerais juste dire une dernière chose. Commenter un petit peu vite fait ou d'avoir envie de lâcher quelque chose parce que j'aimerais juste dire une dernière chose après, mais je pense que tu as raison, c'est intéressant, c'est un peu improvisé, mais ça fait exactement écho ce qui se passe à ce que disait Lumière Laprès sur l'évolution du capitalisme. Le capitalisme n'a plus besoin de la démocratie libérale, et c'est ce qui se passe avec toutes les équipes Trump, tous les réseaux, ce qu'on appelle l'international réactionnaire, hein, où il peut y avoir des dissensions, par exemple, entre Orban et Simeon, ils ne s'aiment pas trop, mais parce que c'est des liens historiques entre la Hongrie et la Roumanie, mais ça reste la même mouvance réactionnaire, où il n'y a plus besoin de démocratie, il n'y a plus besoin d'État-providence. Et c'est pour ça que voilà, des personnes comme Vance viennent dire aux gens viennent dire en Europe avec son discours de Munich en février, vous n'êtes pas dans le bon côté de l'histoire. Et ces gens-là veulent absolument pousser tous les candidats d'extrême droite qui vont se soumettre au capitalisme, au grand capital qui est capitalisme financier, une technostructure, où il n'y a plus besoin, ou même la démocratie libérale, qui voilà, parfois peut être une douille, etc. Même ça, c'est trop. Donc je pense qu'on est vraiment en plein dans ce thème. Et c'est pour ça que là, entre guillemets, ça nous arrange que c'est des candidats d'extrême droite, antisémites, etc. Mais il faut faire extrêmement attention à ce phénomène-là parce que ça peut nous tomber dessus un jour. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. J'espère, Valérie, Olivier, Nathel, peut-être il y a des choses qui vous démangent là, vous avez envie de sortir un petit commentaire. Non, mais peut-être juste répondre à Génos sur le communisme et le socialisme. Enfin, du coup, je vois le dernier commentaire, j'ai un peu envie d'en parler. Pour le coup, moi, je vis en République tchèque, j'ai passé pas mal de temps en Allemagne de l'Est aussi. J'ai vécu en Ukraine aussi. Et je trouve que c'est vraiment pas simple de dire oui, c'est pas le véritable communisme que vous avez vécu. Enfin, encore une fois, ça fait... Enfin, du coup, on passe encore pour des moralisateurs qui ont tout compris et les autres n'ont rien compris. Et il faut voir aussi que je pense, typiquement au tout début en République tchèque ou en Allemagne de l'Est, les gens voyaient vraiment ça comme du socialisme. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas, le voyaient vraiment comme du socialisme, comme quelque chose qui allait justement amener des valeurs progressives, etc. Je pense que typiquement dans les années 50 ou 60, il y avait un petit côté, entre guillemets, fashion du communisme. Enfin, je sais pas, par exemple, on pense à Jean-Paul Sartre en France ou des gens comme ça. En fait, on avait vraiment une sorte d'espoir là-dedans. Après, effectivement, c'est parti... c'est très compliqué et je trouve que c'est pas forcément un super bon angle d'approche. En fait, je n'ai pas forcément de réponse à cette question, mais pour le coup, pour avoir eu énormément de discussions, que ce soit ici ou ailleurs, j'ai l'impression que c'est un angle d'approche qui marchait pas du tout, de dire que c'est pas le socialisme ou c'est pas le communisme que les gens ont vécu, surtout quand nous on n'a pas vécu dans ces pays-là, enfin qu'on n'a pas, on n'est pas né, on n'est pas de ces pays-là plutôt.
Et voilà, c'était mon mot à dire. Et je pense que ouais, c'est aussi à la gauche de réfléchir, à la gauche de trouver des nouvelles solutions. Et ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est parce que c'est votre avis là-dessus, mais... Et Valérie, Olivier, je ne sais pas si peut-être plus sur le thème de l'élection, il y avait... Ouais, moi, enfin bon, ouais, je connais pas du tout bien ce qui s'est passé en Roumanie. Je vois que Gaël écrit dans le chat que le problème, c'était que toute la campagne réseaux sociaux n'était pas dans les comptes de campagne officiels. Donc c'était, si je comprends bien, illégal. Donc moi, je suis voilà pour annuler toutes les élections qui ont été faites dans l'illégalité, quoi. Je sais par exemple Sarkozy a triché dans son élection justement avec ses comptes de campagne. Il a été condamné plus tard dans l'affaire Big Malion là de fausse facturation comme ça. Il a fait une campagne en fait avec le triple du budget autorisé. Donc ça, c'est des choses aussi que je pense que ce serait vachement mieux que les gens ne soient pas condamnés 10 ans après là-dessus, mais que tout de suite, comme ça, on puisse intervenir sur une élection, quoi. Je me souviens aussi des comptes de campagne de Chirac et de Balladur qui en fait étaient aussi bidons. Bon, ouais. Et là, le conseil constitutionnel, je crois, avait validé quand même ces comptes tout en sachant qu'ils étaient bidons. Je trouve que c'est des problèmes pour la démocratie de se dire oui, bon, on sait que c'est pas tout à fait légal, mais on va quand même laisser passer, quoi. Je suis partisan d'une ligne vachement plus voilà, rigoureuse là-dessus, quoi. Valérie, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Ça me laisse assez songeuse en fait. Enfin, surtout ce que tu as dit, Cham, sur le fait de faire attention à, ouais. Enfin, c'est vrai que la première réaction quand tu vois c'est annulé, bon, c'est quelqu'un d'extrême droite, c'est un antisémite, c'est youpi, hurrah. Mais après de se dire ouais, mais si le processus qui mène à l'annulation ou le temps de réflexion, de validation des preuves, etc., n'est pas assez long, ça peut aussi se retourner effectivement contre la partie adverse si il se passait un truc, j'en sais rien, dans une campagne d'un candidat ou d'une candidate de gauche. Et c'est un peu ce que j'observe actuellement globalement, où j'ai l'impression que... c'est comme pour tout, même dans les réseaux sociaux, tu vois, ça peut partir d'un côté, ça peut être en notre faveur, ou alors aller complètement dans des dynamiques à notre rencontre. Et donc, il y a toujours deux faces, en fait, à un élément ou un processus, un média, etc. Donc, enfin voilà, tu as amorcé une réflexion chez moi. Donc, merci beaucoup. C'est absolument ce que je recherche aussi quand j'écoute voilà, d'autres points de vue, des nouvelles informations. Voilà. Donc, je pense que je vais réfléchir à ça encore dans les prochains jours. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça, et c'est vrai que c'est le but. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai dit dès le début, il faut prendre avec des pincettes, surtout que c'est un sujet très récent, donc on n'est pas encore sûr de tous les faits. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ce que disait Olivier, ça se comprenait sur le fait de dire, quand même, il triche, voilà. Mais là, par rapport au dernier commentaire de Gaël aussi, en effet, il y a sans doute de l'ingérence, mais c'est pas sûr. Puis en termes de compte de campagne, on est largement en dessous de ce qu'ont fait les candidats principaux. Donc, il y a tout un tas de réflexions où, voilà, je suis un peu, en fait, je suis dans la même position que toi, un peu Valérie, dans le doute sur ça. Et surtout, moi, ce qui m'interroge, c'est sur la candidate que j'ai mentionnée, Diana Chochoaka, où là, c'est des arguments politiques qui ont été donnés. C'est sur le fait qu'elle risquait de sortir de l'UE et de l'OTAN. Donc, quoi qu'on pense de ça, c'est des arguments politiques qui ont été donnés pour la disqualifier, pas d'arguments de campagne. Ça, je pense faire attention, parce qu'imaginons demain, alors, je ne vais pas partir trop loin, mais c'est souvent dans les constitutions, il y a des trucs du style il faut défendre l'intérêt national, etc. On peut imaginer que, je sais pas, un candidat qui veut sortir du nucléaire, c'est contre l'intérêt national. Enfin, je prends un exemple qui pourrait affecter la gauche. Donc, je ne dis pas que ça va arriver, hein, je ne veux vraiment pas partir faire une pente glissante, etc. Mais voilà, c'est un phénomène, je pense, c'est quand même un phénomène historique qui vient de se dérouler. Et je pense qu'il faut suivre un peu ce qui va se dire autour de cette élection dans les prochaines semaines et les prochains mois. Moi, je trouve juste, ça me fait penser toujours, je trouve
très bien montré dans un truc populaire dans Star Wars. L'histoire, ça m'a fait, je trouve ça tellement bien montré là au début dans les épisodes du milieu qui sont au début, enfin l'épisode 2, bon, pour ceux qui ont vu l'histoire, non? Je veux dire, il y a l'armée secrète là de clones qui a été créée par le sénateur qui vient défendre et qui vient sauver tous les Jedi. On dit et en fait après cette armée qui sauve la République, en fait, elle est utilisée comme armée de répression et au service du sénateur qui devient empereur. Et je trouve ça, voilà, une très bonne image de ce qui peut se passer. Et, ouais, effectivement, qui est assez en parallèle avec ce qu'on peut voir ici. Ouais. L'article du Monde Diplo, l'un des articles du Monde Diplo sur lequel je me suis appuyé, qui est sorti en avril ou en mai, c'est la Roumanie entre deux autoritarismes. Donc ça décrit exactement autoritarisme néolibéral et autoritarisme trumpien. Donc c'est exactement ce que tu décris sur ce phénomène-là. J'ai une petite question aussi. Ouais. Hicham, est-ce que tu sais, tu parlais justement du fait que ces candidats étaient antisémites. Est-ce que tu sais c'est quoi leur position sur Israël? Du coup, c'est Georgescu, je sais pas. Et de ce que j'ai vu rapidement sur Shoshouakas, elle est en mode faut être comment dire, une non alignée, un truc de faut faire le lien, utiliser la Roumanie pour faire le lien, faire la paix, etc. Mais attends, je vais reprendre un truc qu'elle avait dit. Mais là où, voilà. Désolé, je prolonge le. Non, attends, mais c'est, voilà, quand elle a été. C'est ça. Donc, quand elle a été interdite d'élection, elle a quand même. Elle a crié sur Internet les Juifs, les Américains, les Français ne me feront pas taire. Donc là, bon, on a compris son propos, clairement 100% antisémite, qu'elle a fait une référence. Elle a fait une référence à un autre moment à la garde de fer. En gros, il y avait lors d'une journée d'amitié entre la Roumanie et Israël au Parlement roumain, elle hurle « Vive la garde !» en signe de protestation en référence à la garde de fer, qui est un mouvement fasciste et antisémite roumain de l'entre-deux-guerres. Donc elle, 100% antisémite et en position, voilà. Donc typiquement elle, c'est le genre moi en tout cas je veux pas la paix avec ce genre de personnes. La paix c'est sans les antisémites. Ok. Écoutez, je crois qu'on finalement a improvisé un petit biscuit. Ouais, c'est bien. Hein. Au passage, c'était bien. Merci à tout le monde on arrive donc à la fin de cette émission. Hein. Merci vraiment pour cette participation. Et encore une fois, Valérie et Olivier, tout ce que vous avez participé pour l'organisation du week-end. Et donc, on continue tout ça, sûrement le mois prochain, pour de nouvelles aventures. Et regardez sur nos réseaux sociaux, on poste là régulièrement des photos et des petites choses comme ça sur cette grande rencontre NFB du Berlin. Voilà, si vous voulez vous imprégner un petit peu de l'ambiance, suivez-nous sur les réseaux. Ciao tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.